sur les origines de l'univers. Merci beaucoup. Je vais essayer de me montrer à la hauteur du portrait qui vient de vous être dressé. Alors, donc, on est rassemblés ce soir pour parler de la naissance de l'univers ou comment créer un monde. Si je me mets en arrière, je ne devrais pas avoir d'Arsène. Donc, on va s'intéresser un petit peu aux différentes questions qui traversent l'humanité depuis très longtemps. D'où venons-nous? D'où vient le monde qui nous entoure? Puisqu'on voit qu'on habite dans un environnement, il y a plein de choses. On voit que nous-mêmes, nous évoluons, nous naissons, nous vivons, nous mourons. Ça arrive à tout l'environnement. Et donc, on peut se dire que peut-être que c'est ce qui arrive à notre environnement, notre planète, etc. Et puis, une question qui vient assez vite après d'où vient le monde qui nous entoure, c'est est-ce que quelqu'un a créé tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est à l'origine de notre environnement, de notre univers? Alors, je vais vous parler, on va parler de 3 grands sujets. On va commencer par les cosmogonies. Une cosmogonie, c'est un mythe fondateur, principalement associé à des religions ou des mythologies, qui explique la naissance de notre univers et notre environnement. Ensuite, on va étudier la proposition scientifique à travers l'étude de la cosmologie, qui est la discipline astrophysique qui étudie l'origine de notre univers. Et puis enfin, on va discuter un petit peu sur le concept de Big Bang, ce que c'est pas et ce que ça pourrait être. Donc, on va commencer juste avant d'attaquer vraiment la présentation. J'ai introduit un petit concept qui est le concept de démiurge. C'est un dieu créateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mythologies dans lesquelles on a un certain nombre de dieux. On a des panthéons avec plusieurs dieux, mais il y en a toujours un qui occupe une place particulière. En général, il était là le premier et c'est lui qui est à l'origine de tout. On est parti. On commence notre voyage en Égypte antique. Les pyramides, le sphinx, un certain nombre de hiéroglyphes et de tablettes qui nous renseignent sur ce que pensaient les Égyptiens antiques de l'origine de l'univers. Alors pour les Égyptiens, à l'origine de l'univers, il y avait le Noun, un océan primordial, infini, avec une petite butte au milieu, une seule butte de terre, et c'était l'univers au tout début. Ce Noun est évidemment une allégorie du Nil, qui était le fleuve, qui est toujours le fleuve qui traverse tout le Nil, et qui est source de vie, qui rythme la vie des Égyptiens. Donc c'est assez logique de le retrouver dans leur mythe fondateur. Et donc au milieu de ce Noun, sur la butte primordiale, nous avons Atum, le dieu créateur, qui a eu plusieurs noms au fur et à mesure de l'évolution de la civilisation égyptienne. On l'a appelé Atum, on l'a appelé Amon, on l'a appelé Rehoura, le dieu soleil. Et donc ce dieu a décidé de s'auto-créer. À un moment donné, il a décidé d'exister par sa propre volonté. Et à partir de là, il a commencé à structurer l'univers autour de lui. Il a créé en particulier 2 premiers dieux. À gauche, nous avons ici Chou, le mâle anthropomorphe, donc à tête humaine, associé à l'élément air et à la sécheresse. Et avec, il a créé Tefnut, une femelle zoomorphe, donc à tête animale, associée à l'humidité et à l'élément eau. Ces 2 dieux se sont accouplés et ont donné naissance à d'autres éléments structurants. Nut en haut, qui est la nuit, ou le ciel, et en bas, Geb, qui est la terre. Et donc, on a notre première étape de structuration de l'univers. On a des éléments constituants, on a 2 premiers êtres qui vont pouvoir donner naissance aux autres, qui vont donner naissance à tout le reste du panthéon égyptien. Et nous avons le ciel et nous avons la terre. Donc, je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur la création du monde égyptien. On a déjà nos éléments structurants. On a un dieu qui va tout organiser, un dieu qui est souvent associé au soleil et à la lumière. Pour pouvoir essayer de sortir un petit peu des éléments, on va explorer plusieurs mythologies comme ça. Et donc, je vous propose de traverser la Méditerranée et d'aller voir en Grèce antique. Nous avons ici le temple de Zeus à Olympie, ou plutôt une reconstitution. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Olympie. À l'heure actuelle, le temple de Zeus, c'est des tas de cailloux qui font 20 cm d'épaisseur. Donc, voilà, il est plus joli comme ça. Alors, la Grèce antique, qu'est-ce qu'on en sait? La majorité des mythes fondateurs de la Grèce antique sont parvenus jusqu'à nous à travers les poèmes et les textes d'Hésiode, rassemblés dans la Théogonie. Donc, c'est un texte qui date du 8e siècle avant Jésus. Et alors, selon Hésiode, à l'origine de l'univers, il y avait chaos. Chaos qui fracassait l'univers, donc qui se déplaçait de manière extrêmement violente, il fracassait, et dans ses déplacements, il a donné naissance, derrière lui, dans son sillage, à plusieurs dieux, structurant encore une fois. Nous avons Gaïa, la terre ou mère nourricière, le Tartare, le Tartare, c'est les enfers, donc le monde des morts. Nous avons ensuite Eros. Je ne vais pas développer Eros,
Ça a donné érotique en termes d'étymologie. Nous avons Erebos, les ténèbres des enfers, et la nuit, les ténèbres de la terre. Et à partir de là, ces dieux vont engendrer eux-mêmes d'autres êtres, d'autres environnements structurants de notre univers. Nous avons Gaïa, qui va donner naissance toute seule à Ouranos, le ciel, aux montagnes, et à Pontos, l'ensemble des océans. À côté, nous avons Erebos et la nuit, qui vont donner naissance à Éther, donc ce qui est au-dessus de l'atmosphère, au-dessus du ciel, et au jour. Et enfin, on a un certain nombre de titans qui sont engendrés principalement par Gaïa. Alors les titans, pour resituer, on va retrouver Chronos, le dieu du temps, ou le titan du temps, Rhea, et les deux ensemble vont donner naissance à tout le panthéon grec qu'on connaît plus communément, Zeus, Arès, le dieu de la guerre, Aphrodite, la déesse de l'amour, et tout l'ensemble du panthéon grec. Et donc là, encore une fois, on retrouve notre structure de planète telle qu'on la connaît à notre niveau. On a la Terre en elle-même, on a un monde des morts, la Terre étant le monde des vivants, on a les ténèbres du monde des morts, les ténèbres du monde des vivants, on a le jour, on a la montagne, le ciel, etc. Et comme il n'était pas question que la Terre tienne toute seule dans l'univers, il faut bien un support. Et donc, Zeus a condamné Atlas, le titan, à porter l'univers. Il est souvent représenté portant la Terre sur ses épaules. Donc, on a une proposition qui est complètement différente, une mythologie qui est complètement différente du mythe fondateur. On continue un petit peu, on va voyager, on va aller très loin à l'est. On va aller en Chine post-antique. Il y a un certain nombre de mythes fondateurs, j'en ai retenu un qui me semble intéressant parce qu'il est complètement différent. Dans ce mythe fondateur, à l'origine, nous avons un œuf dans lequel nous avons Pangu, un géant, le géant originel. Il a grandi pendant environ 18 000 ans dans son œuf, et au moment où il a fini de grandir, l'œuf a éclos, et lors de l'éclosion, il y a eu séparation du ciel et de la terre. Notre géant a grandi, il a vécu, il est mort dans un environnement qui n'est pas précisé, et en mourant, il est tombé, et c'est ces constituants qui vont donner structure à notre univers. Ces 4 membres, donc les 2 bras et les 2 jambes, vont donner les extrémités de l'univers. Ses os, toute son ossature, va donner les reliefs montagneux. Son sang va donner les rivières, ses cheveux vont donner les étoiles, etc. Son souffle va donner les vents, et ses 2 yeux, l'un va donner le soleil, l'autre donnera la lune. Donc là, on a quelque chose, une approche radicalement différente où c'est les éléments constituants du démiurge qui vont donner naissance à notre univers. Donc nous serions constitués des parties du corps de ce géant démiurge. On va continuer à voyager, on va revenir un petit peu vers l'ouest et on va aller voir en Afrique. Plus précisément, on va aller voir le mythe des Dogons. Donc les Dogons, c'est une ethnie qui se situe sur l'aire géographique entre le Mali et le Burkina Faso à peu près, donc en Afrique de l'Ouest, au milieu. Et alors pour les Dogons, qui au passage étaient extrêmement bons en astronomie, petite anecdote, les Dogons, avant même l'invention des premiers télescopes, étaient capables de pointer des étoiles et de dire cette étoile-là, c'est une étoile double. On a inventé des télescopes et des lunettes, on observait, c'était effectivement une étoile double. On n'a toujours pas compris comment ils faisaient. Alors pour les Dogons, à l'origine était notre démiurge Amma. Et Amma, se sentant seul, il a créé l'œuf primordial qui est associé à notre Terre. Et l'œuf primordial était féminin. Donc Amma a fécondé l'œuf primordial et pour le peupler d'êtres vivants. Il a fait un premier être vivant qui était le renard. Et à la suite de ça, ils ont façonné 4 paires de jumeaux à partir de l'argile qui vont donner naissance aux premiers hommes qui vont peupler donc l'œuf primordial et peupler la Terre. C'est pas beaucoup plus développé, donc je vais pas pouvoir aller plus loin, mais on retrouve des éléments similaires et donc notre structuration est l'œuf primordial qui est notre environnement. On va continuer à voyager et suite à la dernière conférence, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a proposé un mythe en Guyane parce que je n'avais pas réussi à en trouver jusque-là. Et donc, je vais essayer de vous relater le mythe des Wayana. Je vais essayer. S'il y a des Wayana dans l'espace, et si je dis des bêtises, je vous invite à me corriger. Donc, pour le mythe des Wayana, on va retrouver quelque chose qui ressemble au mythe de la Chine que je vous ai présenté. Puisqu'à l'origine, nous avons le grand anaconda cosmique qui se déplace et qui contiendrait en son sein tout l'univers. Et puis, tout comme le géant, le grand anaconda cosmique, au bout d'un moment, finit par mourir. Et de sa mort, va donner naissance, va sortir tout l'univers. Puisque son corps, comme on l'observe dans la forêt, son corps va entrer en putréfaction.
et la putréfaction va donner naissance à des spores. Donc il y a un certain nombre de spores qui vont sortir, et des spores vont donner les océans, des spores vont donner la forêt, des spores vont donner les animaux, et les derniers spores vont donner les êtres humains qui, si j'ai bien compris, en langue wayana, se dit Wayana. Donc voilà, le mythe fondateur, un des mythes fondateurs, un des très nombreux mythes fondateurs qu'on peut trouver en Amérique du Sud. Je vais aborder un dernier mythe fondateur, ça paraît difficile de ne pas l'aborder, qui est le mythe fondateur judéo-chrétien et islamique, donc en Europe et en Moyen-Orient. Je les rassemble les trois puisqu'ils viennent tous de la même racine, l'Ancien Testament, ou la Torah, le Coran, mais le mythe fondateur est sensiblement le même. Et donc, nous avons encore une fois un démiurge, là nous n'avons qu'un seul Dieu, et donc à l'origine, nous avons Dieu qui est tout seul et qui va organiser la matière par le verbe. Il commence, que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite, à travers un certain nombre de jours, 6 si je ne me trompe pas, il va organiser la matière, il va organiser l'univers en donnant un sens à l'univers, en terminant par les êtres vivants, et le 7e jour, il s'est reposé, et a priori, nous sommes toujours dedans. Bon, après ce petit tour d'horizon des différentes mythologies, je vous propose de prendre un peu de recul et de regarder un petit peu quelques éléments intéressants qui reviennent. Déjà, nous avons systématiquement et assez logiquement la préexistence ou l'émergence d'un démiurge. Soit il était là avant, il a toujours été là, soit à un moment donné, il apparaît, soit de sa propre volonté, soit pour une raison X ou Y, mais il apparaît. Il faut un point de départ. Ensuite, nous avons une mise en ordre progressive d'un matériau de base qui est dit originel, mais dont évidemment l'origine n'est pas précisée parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. On ne sait pas aller remonter plus loin. Et puis, ce n'est pas systématique, mais on retrouve dans un certain nombre de mythologies une importance assez importante dans la lumière. On le retrouve avec les Égyptiens, puisque une des évolutions du dieu créateur, c'est le dieu du soleil. En Grèce, nous avons un des dieux dédiés au jour, donc la lumière. On en a plusieurs comme ça où la lumière est importante. Et évidemment, dans le mythe judéo-chrétien, on commence par la lumière. On va voir après, dans la proposition scientifique, que c'est loin d'être aberrant. Alors, à la suite de ça, on a eu des scientifiques, ou des débuts, des approches scientifiques et philosophiques pour essayer de faire coller ces mythologies à la réalité. Un des premiers qui a été injustement décrié, c'est Aristote. Aristote a essayé d'expliquer notre univers et de faire coller cet univers à la religion dominante à l'époque. Aristote était un grec, donc à la religion grecque. Aristote a supposé assez logiquement à l'époque que la Terre est au centre de l'univers. Si on regarde ici, assez logiquement, on a le ciel qui nous tourne autour, les planètes qui nous tournent autour, donc pourquoi ne serions-nous pas le centre de l'univers? Ensuite, il a fait une distinction entre deux zones dans l'univers. Nous avons la zone de la Terre, en dessous de l'orbite de la Lune, qui est notre environnement à nous. Nous sommes sur Terre, une zone qui est le monde des mortels, qui est sujette au changement, avec de la vie, avec de la mort, etc. Et nous avons au-dessus de la Lune le monde du divin, le monde du parfait, le monde qui n'est pas sujet au changement et qui n'est pas sujet à l'évolution non plus. Alors ça, c'est extrêmement intéressant et ça permet de mettre en avant que pour les Grecs, les dieux étaient des objets très concrets, puisqu'en fait, au-delà de la Lune, nous avons des planètes. Je vous rappelle que nous avons Mars, en grec, Mars c'est Arès, c'est le dieu de la guerre, Vénus, la déesse de l'amour, Jupiter, ou Zeus, le roi des dieux, et Saturne, le titan, qui était le père de Zeus. Donc les dieux sont des objets très concrets puisqu'on les voit se déplacer dans notre ciel pour les Grecs. Alors par contre, ça pose des petits soucis, ce modèle-là, puisqu'on le saura bien plus tard, un bon 1500 ans après, tout l'univers ne tourne pas autour de la Terre. Et donc, ça pose des difficultés. Ça a un énorme avantage, c'est que c'est en accord parfait avec la religion. Ça, c'est très pratique. Par contre, quand on va vouloir essayer d'expliquer les mouvements de ces objets dont je vous parlais, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, qui sont des planètes qui tourneraient autour de la Terre, on essaye de comprendre comment elles se déplacent dans le ciel. Parce que si vous regardez le ciel, tout le ciel reste tout le temps le même, il peut tourner un petit peu, mais on a 4 astres qui se promènent, qui se déplacent dans notre ciel. Si vous regardez ce soir, Jupiter est dans une constellation. Si vous regardez demain, il sera un petit peu à côté, il va se déplacer dans le temps. Ce sont des astres vagabonds. D'ailleurs, étymologiquement, vagabond en grec, ça se dit planétos. C'est l'origine du mot planète. Mais revenons à nos moutons. Comment
expliquer ces mouvements d'objets qui ne sont pas très réguliers parce qu'en fait, on pensait qu'ils tournaient autour de la Terre, mais ils tournent autour du Soleil. Donc, ça fait des modèles très compliqués. Voici une proposition. Des orbites des planètes. Donc, on a pendant très longtemps des scientifiques qui ont essayé d'expliquer. Ils ont fait des modèles affreux avec plein de petits trous qui tournent autour d'autres petits trous pour essayer de faire porter les planètes. C'était des modèles d'épicycles, on appelait ça. Et les scientifiques, pendant 1500 ans, se sont arrachés les cheveux et essayaient d'expliquer les orbites, notamment l'orbite de Mars. Puisque si on regarde dans le ciel, Mars, ça donne l'impression d'avoir une orbite rétrograde. Viens en arrière pour réavancer. Ça, on n'a jamais réussi à l'expliquer. Jusqu'à un autre scientifique, un certain Galilée. Vous avez entendu parler? Galilée, donc, inventeur de la lunette astronomique. Voici la lunette qu'il a inventée. Il a adapté les longues vues de marine pour observer le ciel. Mais il a inventé la lunette astronomique. Et donc, Galilée a proposé quelque chose de complètement différent. Il a proposé deux choses. La première, il s'est dit, je vais m'affranchir complètement de tous les textes sacrés, de tout ce qui a existé, et je vais baser toute mon approche scientifique sur ce que j'observe. C'est-à-dire que si je prends quelque chose et que je le laisse tomber, il va tomber par terre. Si un texte sacré me dit que non, il doit monter, ou il doit léviter, ou il doit se promener, si j'observe quelque chose de différent du texte sacré, alors peut-être que le texte sacré a faux, ou alors n'a pas tout compris. C'est une approche complètement radicale pour l'époque. Vous avez peut-être entendu parler du procès de Galilée, il a failli terminer sur le bûcher à cause de ça. Mais il a tenu bon, et c'est le père de la physique moderne. C'est ce qui a lancé l'approche moderne de la physique à l'heure actuelle, toujours de nos jours. Tous les scientifiques sont tenus d'observer la réalité. C'est l'approche scientifique, la physique à l'heure actuelle, c'est la description de notre monde. Et donc, en observant le monde, il a repris des travaux qui avaient un siècle à peu près, un certain Nicolas Copernic, qui trouvait que le modèle géocentrique, ça ne marchait pas du tout, et que peut-être la Terre, elle, tournait autour du Soleil, et les autres planètes tournaient autour du Soleil. Et là, quand il a essayé de faire coller ça à la réalité, ça marchait extrêmement bien, parce que c'est la réalité, c'est ce qu'on sait maintenant. Les différentes planètes tournent autour du Soleil. Là, c'est des modèles beaucoup plus simples, puisque les planètes tournent sur des orbites, des routes plus ou moins circulaires autour de notre Soleil. Du coup, ça l'a conforté dans sa décision, dans son approche, et il a essayé de proposer d'aller plus loin. Il a fait plusieurs propositions audacieuses. Il a proposé qu'il n'y avait qu'une seule sorte de matière dans l'univers. C'est-à-dire que la matière était partout pareil. Il n'y avait pas plusieurs zones, notamment par rapport au monde grec. Nous avions la zone pour les mortels et la zone pour les dieux. Et puis, par extension, toutes les lois de l'univers sont universelles, c'est-à-dire qu'elles se comportent de la même manière partout. Ça ne veut pas dire que partout c'est pareil, il fait un petit peu plus chaud en Guyane qu'en Norvège, mais les lois de la physique, les lois des thermodynamiques, etc., sont les mêmes, avec des variables différentes. Et il a poussé plus loin, il a proposé que toutes ces lois sont exprimables en langage mathématique, c'est-à-dire qu'on peut les quantifier, on peut les mesurer, et donc on peut commencer à faire des prédictions basées sur les mathématiques. C'était assez cohérent avec l'époque, les mathématiques avançaient énormément à l'époque de Galilée, et du coup, c'était dans l'air du temps. Alors, on va continuer, et maintenant on va s'intéresser à notre univers moderne, vu qu'on est passé dans l'ère de la physique moderne. Alors, l'univers, qu'est-ce que c'est? Si on prend la définition du dictionnaire, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Quand on a dit ça, on a tout dit, mais surtout, on n'a pas dit grand-chose. L'univers, c'est tout. Bon, ok, c'est tout, mais donc c'est quoi? C'est notre environnement immédiat. On va commencer à observer pour essayer de comprendre notre univers, on va observer notre environnement immédiat et on va essayer de comprendre comment ça marche. Alors, autour de nous, on a notre environnement, on a la forêt, on a l'océan, on a, du coup, par extension, on a la Terre. La Terre est une sphère. Ça pose de problème à personne? On est tous d'accord? La Terre n'est pas une immense pizza? Bon. Donc, la Terre est une sphère, elle tourne, et elle n'est pas toute seule. On l'a vu. Même si on se dit que peut-être les objets qui sont dans le ciel, ce ne sont pas des dieux, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Donc, on va continuer à avancer. On a observé un certain nombre d'objets, on en a découvert de plus en plus. Au début, on avait 4 planètes. Maintenant, on est à 8 planètes dans le système solaire, plein de planètes naines, plein d'astéroïdes, de comètes, etc. Et donc, tous ces objets-là tournent autour de notre Soleil. Bon, on continue, on avance. Donc, notre système solaire. C'est bien beau, on a un système solaire. Maintenant, on revient à notre question de départ. Il vient d'où, ce système solaire? Alors, pour répondre à cette question, c'est là que l'astronomie commence à rentrer en jeu.
on va essayer d'explorer, de voir dans l'univers s'il y a peut-être d'autres systèmes solaires qui pourraient nous éclairer sur d'où vient notre système solaire. Et donc là, on a découvert, notamment dans la constellation d'Orion, j'ai choisi la constellation d'Orion parce qu'on la voit extrêmement bien dans le ciel de Guyane, magnifique. Et donc, dans notre constellation d'Orion, ici, au niveau de la dague de notre chasseur Orion, nous avons la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion qui est les restes d'une supernova. Alors, voici une photo de la nébuleuse d'Orion qui a été prise ici même par les élèves du collège Auxence-Comtout. Il me semble, c'est ça, je n'ai pas écorché le nom. Et a priori, c'est les élèves qui sont au fond de la salle. Donc, c'est une photo qui a été prise ici même en Guyane. Et donc, ce qu'on voit là, c'est une nébuleuse. Alors, une nébuleuse, c'est un mot pompeux pour dire nuage en astrophysique. C'est quand même beaucoup plus sexy, nébuleuse, que juste un bête nuage. Et donc, ce sont les restes d'une supernova. Une supernova, c'est à la fin de la vie d'une étoile, notre étoile va exploser, envoyer énormément de gaz, de poussière, de chaleur dans l'univers environnant, et ça va donner de grands nuages comme ça. En grandissant, le nuage va refroidir petit à petit. Il y aura de la poussière, il y aura du gaz. Il y a des endroits où il va être un petit peu plus dense, un petit peu comme grumeleux. Et par force de gravité, l'endroit où il va être un petit peu plus dense, il va être un petit peu plus lourd. Du coup, il va attirer du gaz et de la poussière autour de lui, devenir de plus en plus dense, de plus en plus lourd, etc. On va avoir un objet de plus en plus dense et de plus en plus chaud. Si on tasse quelque chose, ça chauffe. Et donc, au bout d'un moment, ça va être tellement chaud qu'on va avoir des réactions de fusion thermonucléaire au cœur de ce nuage, et ça va être la naissance d'une nouvelle étoile. Autour de cette étoile, vous allez avoir du gaz et du reste qui reste un petit peu. Du gaz et de la poussière qui restent autour. Mais il va être un petit peu grumeleux lui aussi. Donc, vous allez avoir des petits grumeaux qui, par même process, vont récupérer la matière et le gaz autour pour former des objets moins denses, moins chauds, parfois plus solides, qui seront les planètes. Et puis, encore une fois, le plus gaz qui va rester, ça va former des astéroïdes, etc. Tout ça, on l'a découvert en étudiant notamment la nébuleuse d'Orion, qu'on a surnommée la pouponnière d'étoiles, parce qu'en fait, dans ces grands nuages, on observe plein de systèmes solaires en cours de formation. Et donc, on a cette immense chance, c'est qu'on peut voir des systèmes solaires en train de naître. Et donc, ce n'est pas le nôtre, évidemment, mais c'est sur le même principe. Nous-mêmes ne pouvons pas observer comment nous sommes nés. C'était il y a quelques années en arrière, c'est difficile d'observer. Par contre, c'est beaucoup plus facile, avec l'accord des personnes, d'observer comment d'autres enfants sont en train de naître, pour mieux comprendre comment ça se passe. Là, c'est exactement le même principe. J'observe comment d'autres systèmes solaires naissent, et si j'en observe un certain nombre, je vais pouvoir mieux comprendre comment notre système solaire s'est formé. Ok, bienvenue, prenez place. Donc, on a beaucoup avancé, puisqu'on a étendu, on est au niveau du système solaire dans notre environnement, et on commence à comprendre comment il se forme. Bon, mais ça ne nous dit pas d'où vient le gaz et la poussière qui étaient là pour permettre la formation de ce système solaire, et quel est son environnement. Bon, ben on continue, on utilise nos télescopes, on utilise nos yeux, on va chercher dans le ciel, et on va découvrir que notre système solaire, il n'est pas tout seul, il est avec tout un tas d'autres systèmes solaires, des centaines de milliards à peu près, dans un grand rassemblement en forme de tourbillon qu'on appelle une galaxie. Notre galaxie s'appelle la galaxie de la Voie lactée. Absolument. Donc, en forme de tourbillon, on a des bras spiraux, on va appeler ça une galaxie spirale, parce qu'elle tourne un petit peu sur elle-même. Alors, cette galaxie-là, ce n'est pas la nôtre, parce que nous-mêmes sommes à l'intérieur de la galaxie. Donc, on est un peu comme un grain de farine à l'intérieur de la pizza. Je ne peux pas observer la pizza dans son ensemble. Par contre, si je regarde dans le four d'à côté, je peux voir une autre pizza. Donc ça, c'est notre plus proche voisine. C'est la galaxie d'Andromède. Quand je dis plus proche voisine, c'est pas tout proche. C'est assez loin. Du coup, je vais me permettre un petit écart pour parler de la lumière. La lumière, c'est un objet fantastique. Ça nous permet de voir. Déjà, c'est très bien. Et c'est un objet qui se déplace extrêmement vite. La lumière se déplace à environ 300 000 km par seconde. Ça fait 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Il faut une seconde, un peu plus d'une seconde pour aller de la Terre à la Lune à la vitesse de la lumière. Mais en fait, l'univers, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Il faut déjà plus de 8 minutes à la lumière du Soleil pour arriver du Soleil jusqu'à nous. Et donc, en fait, ça, c'est parce que la lumière se déplace très vite, mais dans des distances extrêmement grandes. Donc, tout le temps qu'elle va mettre à se déplacer, notre lumière, ça va être du retard. Demain matin, vous observerez le Soleil, la lumière que vous verrez aura mis 8 minutes à arriver jusqu'à nous. Donc, ça veut dire qu'on observe le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. C'est pas beaucoup, c'est pas gênant. 8 minutes de retard, c'est pas problématique. Si on revient à notre galaxie, elle est un petit peu plus loin. En astrophysique, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'unité de l'année-lumière.
On va parler d'années-lumière en astrophysique parce que si je vous dis que cette galaxie se situe à environ 2,67 milliards de kilomètres, ça fait beaucoup. Ça ne parle pas. Donc, on va plutôt utiliser l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Ça nous donne deux informations en une, c'est super. La première, c'est la distance. La deuxième, c'est le retard. Si j'observe un objet qui se situe à 4,5 années-lumière, comme l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, ben je l'observe telle qu'elle était il y a 4,5 années. Cette galaxie-là se situe à 2,5 millions d'années-lumière. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et surtout, on l'observe telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Ça fait très tard. Et c'est notre plus proche voisine. C'est gênant parce qu'on ne peut pas l'observer telle qu'elle était. Par contre, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'observer telle qu'elle était justement. On peut l'observer telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Et plus on va observer loin, plus on va observer vers le passé. Donc en fait, le ciel, l'espace, c'est une machine à voyager dans le temps. À sens unique, ça permet de ne pas se perdre, mais c'est une machine à voyager dans le temps. Alors du coup, avançons, on va observer toujours plus loin. Ok, notre système solaire est dans une galaxie. La question qui vient directement derrière, c'est comment se sont formées les galaxies. Les galaxies, a priori, elles viennent de très grands nuages de gaz. Alors, ce nuage de gaz-là est sphérique, parce que, pourquoi pas. En vrai, les objets dans l'univers, surtout des grands nuages de gaz, et c'est le terme technique, ils sont de forme patatoïdale. C'est-à-dire, imaginez une forme un peu irrégulière, un peu patate, parce que c'est pas sphérique, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc, on a un grand nuage de gaz, très très grand, mais il a une sorte de mouvement, il tourne, parce que rien ne reste statique dans l'univers. Et donc, il va bouger un petit peu dans plusieurs directions, et il y a un mouvement d'ensemble, un certain nombre de molécules de gaz qui vont tourner plus dans la même direction. Et celles qui ne sont pas dans le même sens, petit à petit, elles vont tomber vers le centre. Et donc, notre nuage de gaz, il va s'aplatir sur lui-même, autour de cet axe de rotation, donc, qui est l'axe vertical, donc ça tourne comme ça. Et donc, là, on a notre nuage de gaz qui s'est aplati, du coup, qui s'est densifié. Et puis, au milieu, il va être un peu plus dense, un peu plus lourd. On retrouve le même phénomène qu'avant. Au milieu, ça va être beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd, beaucoup plus chaud. Et en fait, au milieu des galaxies, ça va être tellement dense qu'on va avoir l'apparition de trous noirs. On pourra y revenir après, c'est pas l'objet de la conférence là. Donc, c'est des objets extrêmement denses, extrêmement lourds, qui vont assurer la structure de la galaxie. Et puis, autour, tout le gaz et la poussière que le trou noir n'aura pas collecté, ça va laisser la place à la formation de nouveaux systèmes solaires. Et donc, on va avoir des étoiles qui vont naître, puis autour des étoiles des planètes, et puis des lunes, des astéroïdes, etc. Bon, on commence à être dans de très très grosses structures de l'univers et des structures très très loin. On va essayer d'avancer un petit peu dans l'univers pré-galactique, donc avant les galaxies. Alors, on va toucher quand même les limites de l'observation. Donc, ce qu'on observe dans l'univers pré-galactique avec nos télescopes, c'est qu'il y a du gaz à peu près partout. Ok. On observe aussi que l'univers est en expansion. Je vais y revenir juste après. Notre univers grandit, il grossit. Et enfin, ça peut paraître évident, mais la lumière se propage librement. Ça veut dire quoi quand je dis la lumière se propage librement? Là, vous voyez tous l'écran, vous me voyez, moi je vous vois, la lumière se propage librement entre nous. Par contre, si au milieu de la salle, il y avait un gros brouillard ou qu'on lançait une machine à fumer, la lumière ne se propagerait plus du tout librement. C'est important de le dire parce que ce n'est pas forcément le cas. Et peut-être qu'à un moment, la lumière ne s'est pas propagée librement. On y reviendra. Alors, revenons sur l'univers qui est en expansion. Ça a été découvert par un certain Edwin Hubble, un très grand scientifique américain des années 30, qui a donné son nom au Hubble Space Telescope, le prédécesseur du James Webb. Et donc, ce scientifique a observé depuis le mont Wilson, sur la photo qui est là, que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Mais tout le temps, là, on les observe, elles s'éloignent de plus en plus vite même. C'est-à-dire que si on observe des galaxies très lointaines, elles s'éloignent un petit peu, mais des galaxies plus proches, donc plus récemment dans le temps, elles s'éloignent beaucoup plus vite. Donc, on a un univers en expansion, un univers qui grossit de plus en plus. Bon, là, on peut faire une conjecture, c'est que si, en avançant dans le temps, l'univers grossit, si on remonte le temps, il rétrécit. Donc, peut-être qu'au début, il était tout petit. Ça a été des théories. Les années 30, c'était l'époque aussi où la relativité générale battait son plein. On est 15 ans après la proposition de la relativité générale par un certain Albert Einstein. Et donc, on a énormément de scientifiques qui se grattent la tête pour essayer d'exploiter ce nouvel outil fantastique et en tirer quelque chose. Donc, la dérive des galaxies, notre univers est en expansion. Bon, ça, c'est des propositions. Et ensuite, on va remonter encore plus loin. Donc, je vous ai dit, l'univers est plein de gaz. OK. Ça, c'est, on le sait, on ne l'observe pas directement.
On le sait avec un résultat assez improbable de 1965 de Penzias et Wilson, qui ont eu le prix Nobel de physique. Et donc, on se dit que c'est des très grands scientifiques, des génies qui ont obtenu un résultat fantastique. C'est des ingénieurs de Bell Telecom aux États-Unis, donc Free Mobile, Digicel, etc., qui ont construit une super antenne, celle que vous voyez là. C'est un espèce d'énorme cornet acoustique pour capter les ondes radio. Et ils avaient tellement développé et amélioré leur objet, leur récepteur radio, qu'ils avaient du bruit tout le temps. Donc, ils ont essayé de chercher la source du bruit. C'est un peu comme si vous avez un marteau-piqueur à côté de vous pendant un concert, c'est gênant. Donc, on essaie de chercher la source du bruit pour l'évacuer. Donc, ils ont tourné leur antenne. Elle est sur un axe qui tourne en bas, là. On tourne, on a du bruit partout pareil. On la pointe vers le ciel, on a du bruit. On la pointe vers la terre, on a du bruit. Ça commence à être bizarre, c'est-à-dire que le bruit il vient de partout en même temps. À la même époque, ils ont des collègues, ils entendent parler d'autres travaux, et il y a un résultat scientifique qui propose qu'il y ait une sorte d'écho, une première lumière de l'univers qui serait exactement à la fréquence radio des ondes radio qu'ils observent et qui viendrait de partout, indépendamment de la direction dans laquelle on observe. Ils ont couplé les résultats des propositions théoriques avec ces observations, c'est ce qui leur a valu le prix Nobel. Accessoirement, pour les, je vais pas dire les plus anciens, mais cette onde radio, on peut la voir sur les anciens téléviseurs. Vous avez tous vu la neige sur les télévisions, les tubes cathodiques, il n'y a plus ça sur les écrans plats. La neige, c'est cet écho de la toute première lumière de l'univers qui est retransmis en images un peu comme elle peut par les télévisions. Bon, donc ça, on a voulu mieux le comprendre, c'est ce bruit-là. Ce bruit qui est bizarre, qui était gênant pour cette antenne, en fait, on s'est rendu compte que peut-être qu'il pouvait nous apporter des informations très riches. Notamment, on a envoyé ce télescope-là, le télescope Planck, en 2009, depuis le Centre spatial guyanais, pour étudier cette image. Donc, c'est un télescope dont l'idée, c'est assez simple. Hein. Vous avez un grand miroir ici qui va collecter la lumière vers un deuxième miroir. Vers un deuxième miroir en face, c'est le récepteur qui est en jaune au milieu. On va le faire tourner sur lui-même pour faire des bandes comme ça et observer tout notre ciel autour de lui sous forme de sphère. Et comme on ne peut pas mettre la tête là, dans la sphère, on va l'étaler sur cette image-là. Donc ça, c'est l'image. On appelle ça un survey pendant 1 an du télescope Planck. Alors cette image-là, elle n'est pas très intéressante parce qu'on le voit assez bien en plein milieu, on a la galaxie qui va faire beaucoup de bruit, qui vient nous polluer. Donc on a fait beaucoup de traitements pour retirer la galaxie. Et sous vos yeux ébahis, voici les résultats de Planck. Moi, je trouve ça merveilleux. Ça vous parle? Ouais, on a acheté de la semoule sur une espèce de dessin bleu. Alors, ça, c'est la toute première lumière qui se serait propagée librement dans l'univers. Donc, on va essayer de le décortiquer un peu pour mieux comprendre ce qu'on voit. Déjà, il faut imaginer que ça, déjà, c'est une sphère. C'est-à-dire que ce point-là, on pourrait le replier sur ce point-là. C'est le même. Donc, vous imaginez, vous repliez l'image autour de votre tête. On l'a découpée pour pouvoir la mettre à plat et l'observer. Ensuite, les couleurs qui sont là, ce n'est pas du tout des couleurs en termes de couleurs qu'on voit avec nos yeux, c'est de l'intensité. C'est-à-dire que plus c'est bleu, moins il y a de lumière. Si c'était tout noir, on n'aurait pas du tout de signal. Et plus c'est jaune, rouge, plus c'est fort, plus c'est brillant. Mais on est à une seule couleur. Couleur en ondes radio. Les ondes radio, c'est de la lumière comme celle qu'on peut voir avec nos yeux, mais dans des couleurs tellement lointaines qu'on ne peut pas les capter avec nos yeux. Mais c'est le même principe, c'est des couleurs. Donc là, on a une seule couleur, très peu intense au milieu, beaucoup plus intense à côté, etc. Parmi les résultats intéressants là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est très irrégulier. Il y a des choses dans tous les sens. Il n'y a pas de structure, c'est pas partout la même chose. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est grumeleux. On va y arriver avec mes gros mots? Comme tout à l'heure. Si c'est grumeleux, ça veut dire qu'il y a des endroits, il y en a un peu plus, d'autres endroits, il y en a un peu moins. Donc c'est peut-être ça qui va être notre point de départ de nos gros nuages de gaz pour nos galaxies. Mais on ne peut pas vraiment aller plus loin. Ça, c'est la limite de l'observation, parce que je dis, selon la théorie, c'est la première lumière de l'univers. Et on constate effectivement qu'on ne peut pas observer plus loin que ce truc-là. Plus on observe loin, plus on ne pourra jamais aller plus loin que ça. On n'arrive pas, en tout cas, à observer plus loin que ça. Du coup, ça serait la limite de nos observations. Après, voilà, c'est la limite de l'exploration. À partir de là, on ne va quand même pas s'arrêter là. Si c'est la limite de l'observation, de l'exploration, bah, la pensée, elle, n'ayant pas de limite, on va essayer d'aller au-delà. Et on va essayer de faire le chemin inverse, en fait. Je vous ai dit, il y a des modèles qui proposent que l'image, le bruit qu'on avait, Penzias et Wilson, c'était cette première lumière de l'univers. Ces modèles, c'est des équations, c'est des scénarios qui amènent à ça. Donc, je vous propose d'explorer ce scénario de la naissance de notre univers. Accrochez vos ceintures, il n'y aura pas d'équation, promis. Au début, nous avions le Big Bang.
qui est le premier événement, qui serait le premier événement de l'univers qu'on pourrait comparer à une gigantesque explosion, même si ce n'est pas vraiment ça, dans un univers en expansion. On suppose que c'est ça parce qu'au tout début, on ne sait pas. On a deux outils fantastiques en physique. Nos deux plus puissants outils, c'est la relativité générale et la mécanique quantique. Et ces deux très puissants outils, on sait qu'ils ne marchent pas au moment du Big Bang. Ils apparaissent très très peu de temps. On est sur du milliardième de pouillème de seconde après le Big Bang. On sait qu'à un moment donné, ça marche. Mais avant, ça ne marche pas. Il faudrait une théorie unificatrice. Avis aux jeunes scientifiques de la salle. On cherche des théories unificatrices pour unifier la physique quantique et la relativité générale. Nos théories fonctionnent à partir du mur de Planck. Voici un mur avec une photo de Planck. C'est mon mur de Planck. J'en suis très fier. Donc le mur de Planck, c'est cette limite à partir de laquelle on sait que nos outils fonctionnent. Et donc là, on peut faire de la science. On peut construire, imaginer des scénarios, dériver les équations pour proposer des choses. Donc au tout début, on a un univers avec rien. Mais le rien en physique quantique, c'est pas rien. C'est abordé dans plusieurs théories, plusieurs films de science-fiction. On a une sorte de bouillonnement du vide. La physique quantique permet d'avoir des particules virtuelles. C'est-à-dire des particules qui vont apparaître, mais comme elles n'ont pas d'énergie, elles vont disparaître instantanément. On est encore une fois sur du pouillème de secondes. Mais on va avoir un bouillonnement de particules virtuelles qui vont apparaître, qui vont disparaître, qui vont apparaître, qui vont disparaître, mais qui n'ont pas d'énergie propre. Ça leur manque, pour leur permettre d'exister et de ne plus disparaître. Mais en même temps, notre univers, il est en inflation violente. Il grossit. Vous prenez un ballon de baudruche, vous soufflez très fort dedans. Et en physique, qui dit inflation violente, dit qu'il y a beaucoup d'énergie qui arrive dans le système. Bon, on a plein d'énergie qui arrive, on a des particules virtuelles qui n'ont pas d'énergie. Ça marche très bien ensemble. Les particules virtuelles vont s'approprier cet afflux d'énergie et vont cesser d'être virtuelles. Et donc, on va avoir nos premières particules qui vont arriver, des quarks. En haut, nous avons la matière, avec des quarks up, des quarks down et des électrons. Et en dessous, l'antimatière, avec les bien nommés anti-quark up, anti-quark down et anti-électrons, qu'on va appeler positrons, puisque c'est plus sexy. Ok, donc on a les premières briques élémentaires de la matière. Je vous ai mis un petit résumé du temps. Là, on est, pour ceux qui aiment les chiffres, à 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang. C'est pas beaucoup. Mais c'est pas ça qui est important. Ne les retenez pas. Nos particules, un petit peu comme nous, aiment bien faire des liens, bien s'accrocher les unes aux autres pour créer des trucs plus gros. Nous sommes plus que la somme de nos parties. Et donc, on va avoir nos quarks, par exemple un quark up et un quark down, qui vont vouloir se mettre ensemble. Sauf que, je vous ai dit, il y a énormément d'énergie. L'énergie, elle est principalement sous forme de lumière. La lumière est omniprésente, on la retrouve. Et la lumière est très très forte, elle est très très violente. Donc, elle va venir casser ces liaisons. Donc, nos quarks créent une liaison, la lumière arrive, casse la liaison, nos quarks repartent. Mais nous sommes toujours dans une période d'inflation. Et alors, qui dit inflation dit notre univers grandit, il se dilate. Un petit peu comme si vous prenez un ballon de baudruche, vous le soufflez, la surface va grandir, elle va se dilater. Et si vous dessinez quelque chose dessus, il va être étalé. Et bien la lumière, il va lui arriver la même chose. La lumière, c'est une onde. Donc c'est une onde, c'est fait une vague comme ça. Et le quadrillage, c'est la structure de mon espace, un petit peu comme du tissu. Avec le temps qui avance, mon espace, on est en inflation, l'espace va grandir, il va se dilater. Et donc mes photons aussi, ma lumière, elle va se dilater, elle va être étalée, elle va être comme diluée. Et donc elle va perdre en intensité, elle va perdre en puissance, en force. Bon, mais ça peut faire nos affaires pour nos particules. Si on revient là, après l'inflation, notre photon qui était super fort, le photon, c'est les particules de lumière. Notre photon super fort, il est beaucoup moins fort là. Du coup, il n'est plus assez fort pour casser la liaison entre mes quarks up, mes quarks down ou d'autres liaisons. Il ne peut plus casser les quarks. Et donc, on va avoir les quarks qui vont se lier, principalement par 3, pour donner la matière si on a des quarks, l'antimatière si on a des antiquarks. Par exemple, là, à titre d'information, nous avons 2 quarks up et un quark down, ça fait un proton, un des éléments constitutifs de l'atome. À côté, nous avons donc un antiproton. Ok. Bon. À ce moment-là, il se passe quelque chose. On appelle ça la catastrophe antimatière. C'est très grave. La matière et l'antimatière ont une fâcheuse tendance, quand elles se touchent, à se désintégrer. Vous mettez un proton avec un antiproton, ils vont se désintégrer dans un grand flash lumineux. Bon. Donc, on appelle ça catastrophe parce que toute la matière et l'antimatière va rentrer en contact et vont se désintégrer. Donc, tous nos protons, nos antiprotons, nos neutrons, nos antineutrons, toutes nos particules et antiparticules vont se toucher, se désintégrer et émettre de la lumière.
et puis au bout d'un moment, il ne va plus rien rester. Parce qu'on a normalement, selon la théorie, autant de matière que d'antimatière. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une asymétrie, un écart entre la création de matière et la création d'antimatière. Sauf que ce n'est pas le cas. On ne sait toujours pas pourquoi, mais il y a un petit peu plus de matière que d'antimatière dans l'univers à ce moment-là. Et qu'on soit d'accord, c'est une excellente nouvelle. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là. Nous sommes tous constitués de matière. Si ce n'était pas le cas, nous serions dans un immense univers très vide et très lumineux. Mais nous ne serions pas là. Ce serait un problème. De mon point de vue, en tout cas. Donc, nous avons de la matière. Ok. Bon, on n'a plus vraiment d'antimatière. On peut en avoir un petit peu qui apparaissent, qui disparaissent, mais on n'a plus de grandes zones d'antimatière. On a imaginé pendant un moment qu'on pourrait avoir des galaxies entières d'antimatière d'à côté, des choses comme ça. Ça marche pas. On n'a pas trouvé, et puis a priori, c'est pas vrai. Bon, là, on est une seconde après le Big Bang. Matière, antimatière, disparition de l'antimatière. On continue. Nos protons et nos neutrons qui sont formés avec plein de petits quarks à l'intérieur. De la même manière que nos quarks, ils vont vouloir créer des liens. Mais on a la lumière qui est toujours forte. Parce que les liens entre les protons et les neutrons sont beaucoup moins forts que les liens entre les quarks. Nous sommes toujours dans une période d'inflation. On retrouve la même chose. Inflation, affaiblissement de la lumière. Au bout d'un moment, la lumière n'est plus assez forte pour casser les liens entre nos protons et nos neutrons. Et donc, on va avoir les premiers noyaux atomiques. Là, on est une centaine de secondes après le Big Bang. Et on va avoir, jusqu'à 20 minutes après le Big Bang, ça se passe très très vite le Big Bang, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. On va créer tous les premiers noyaux d'atomes. Enfin, tous, on va en créer 4, ça suffit. Un seul proton, ça va nous donner de l'hydrogène. Vous connaissez l'hydrogène? Vous mettez 2 hydrogènes avec de l'oxygène, ça fait de l'eau, par exemple. On peut en faire plein de trucs. Le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène, un proton, un neutron. L'hélium 3, 2 protons, 1 neutron. Et l'hélium 4, l'hélium qu'on respire et qui peut parler avec une petite voix. Entre autres, ça sert à des trucs beaucoup plus utiles aussi. 2 protons, 2 neutrons. Ça, c'est les 4 noyaux qui vont être créés en très très grande quantité au moment de la nucléosynthèse primordiale. On est 20 minutes après le Big Bang. On a toujours notre scénario. Nos noyaux, cette fois-ci, nos noyaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une charge électrique. Ils sont chargés plus. Nos électrons, je ne vous l'avais pas dit, mais ils sont chargés moins. Et du coup, ensemble, ils vont vouloir créer un nouveau type de liaison, une liaison électrique, mais qui est beaucoup plus faible que toutes celles qu'on a vues jusque-là. Donc, encore une fois, on a des photons qui sont trop forts, qui vont venir casser nos liaisons entre nos noyaux, mais nous avons une inflation, toujours. L'univers est toujours en expansion. Donc, nos photons vont faiblir. Vous voyez une certaine récurrence. On retrouve toujours dans la même chose. Et donc, on aura les premiers atomes qui vont se former avec des noyaux et des électrons. Ça va se produire à peu près, on va passer très vite dans le temps, puisqu'il va falloir attendre à peu près 380 000 ans après le Big Bang. Et là, cette recombinaison, puisque c'est le nom qu'on a donné à cette zone-là, cette période-là, cette recombinaison va vider l'univers. Parce qu'en fait, on avait un grand nuage de noyaux et d'électrons un petit peu partout, et en se mettant ensemble, ils prennent beaucoup moins de place. Et donc, en rouge, là, nous avons un photon, de la lumière, et des atomes au milieu qui prennent beaucoup de place. Notre photon ne se déplace pas librement. Il est réfléchi, il est absorbé, il est réémis, il se déplace de manière très contrainte. On est dans une zone de brouillard. Mais au moment de la recombinaison, on a beaucoup plus de place. Donc notre lumière se déplace librement. C'est le moment où l'univers est devenu transparent, la toute première lumière de l'univers. Et si on fait tourner les équations là-dessus, on retrouve ça, à peu près. Pas exactement la même chose, mais dans l'idée, en tout cas, on retrouve le même type d'image. Et dans ces moments-là, c'est là que les scientifiques ont un moment de grâce, où on se dit, notre modèle théorique produit un résultat qu'on observe de façon expérimentale dans l'univers avec nos télescopes, et ça colle. C'est pas exactement la même chose, mais dans l'idée, on a quelque chose qui est à peu près pareil. Donc peut-être qu'on ne s'est pas complètement planté. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc a priori, on peut se dire que ce scénario-là est au moins satisfaisant. Ça ne veut pas dire que c'est le bon, ça ne veut pas dire que tout est exact, mais ça veut dire qu'on a les grandes lignes. Ou en tout cas, on a quelque chose d'intéressant. Donc voilà comment on peut pallier à les limites de l'observation. Et voilà le scénario actuel accepté. Il y en a eu plein. Je vous ai donné que celui qui est accepté à l'heure actuelle, dans ce qu'on appelle le modèle standard. C'est la théorie actuelle sur la naissance de notre univers. La proposition scientifique. Je suis allé un petit peu vite, donc je vais résumer un petit peu nos différentes étapes. Juste après le Big Bang, on a l'apparition de nos premières particules,
qui vont s'approprier l'énergie de l'inflation, qui était virtuelle, qui deviennent réelles. Elles vont essayer de créer des liens. On va attendre, on va laisser passer un petit peu d'inflation pour affaiblir notre lumière. On va pouvoir créer des noyaux atomiques, ou des nucléons, pardon, des protons et des neutrons, qui, quand la lumière sera assez faible, va pouvoir créer nos premiers noyaux d'atomes, qui, quand la lumière sera assez faible, va pouvoir se recombiner avec les électrons pour donner nos premiers atomes. Les atomes, c'est la première matière stable. Un neutron, c'est pas stable. Un proton, un petit peu. Un neutron, c'est pas stable. Vous prenez un neutron, vous le posez sur la table là, en moins de 15 minutes, il va se désintégrer et disparaître. Dans un petit flash lumineux, toujours. Par contre, l'atome, prenez un atome d'hydrogène, prenez un atome de carbone, prenez un atome, pas un atome radioactif, c'est pas très propre, mais vous prenez un atome, vous le posez sur la table, il peut traverser tout l'univers. Si on ne vient pas l'enquiquiner en le bombardant avec d'autres trucs, l'atome est stable. Il ne va pas se désintégrer, il ne va pas lui arriver de trucs improbables. Donc on a notre matière stable. Et ces atomes, bah, c'est eux qui sont les constituants de ce gaz et de cette poussière dont je vous parlais au début. C'est eux qui vont donner naissance aux toutes premières galaxies. Et donc là, on peut reboucler avec tout le scénario que je vous ai fait tout à l'heure, les premiers nuages de gaz qui vont donner naissance aux premières galaxies. Et dans ces galaxies, on va avoir des systèmes solaires, des étoiles, des planètes, et sur au moins une planète, nous. Bon. Les atomes. On respire. Moi le premier. Donc on a fait différentes cosmogonies. On a étudié le scénario de la cosmologie. Il nous reste à parler du point de départ, le Big Bang. Alors le Big Bang, c'est un événement assimilable à une gigantesque explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers. On a du conditionnel, on a des trucs qui ressemblent, voilà. On sent qu'on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement solide et un concept sur lequel on est très serein. Donc c'est un événement, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça ressemble à une explosion, mais on sait que ce n'est pas une explosion. Ça serait le début de l'univers, mais on n'en est pas très sûr. Et c'est à l'origine de l'expansion de l'univers, mais par exemple, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui cause l'expansion de l'univers. Donc on est vraiment sur du flou. Et puis comme je vous disais, on essaie d'expliquer un événement qui se situe en dehors des limites de la physique. Donc ça ne marche pas très bien. Alors, ça, c'est scientifiquement assez intéressant et on peut le recoller à pas mal de choses, notamment le fiat lux originel, la première lumière que la lumière soit. C'est le point de départ. Ça serait la source du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière. Ça fait beaucoup de choses. Et ensuite, ça, pour le coup, c'est assez facile. On spécule, c'est que c'est le premier événement de notre univers. Bon, ok. Le Big Bang, déjà, tout le monde n'est pas d'accord. Le mot même Big Bang, il a été utilisé par un astrophysicien, Fred Hoyle, dans les années 50. C'est un détracteur de la théorie. Il passait à la BBC, il était interviewé et regardait la théorie de ces farfelus. Ils imaginent que l'univers est apparu dans un grand boom. C'était à la BBC, c'est en anglais, un grand boom, ça fait un Big Bang. Manque de bol pour lui, il voulait discréditer la théorie, c'est devenu le nom officiel d'appellation d'origine contrôlée de cette théorie. Bon. On avait un autre détracteur, un petit peu plus célèbre, un certain Einstein. Pour Einstein, ça ne marchait pas du tout. Pas pour les mêmes raisons. C'était une théorie qui était portée notamment par l'abbé Georges Lemaître, un scientifique français, Puerto Rico, qui dans les années 30 avait spéculé la théorie de l'atome originel. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai parlé d'Edwin Hubble, qui parle de l'expansion de l'univers, les galaxies qui grossissent, qui s'éloignent les unes des autres, pardon. Mais si on remonte le temps, l'univers se rétracte. Donc on peut supposer qu'au tout début, tout l'univers était contenu dans une tête d'épingle, de la taille par exemple d'un atome. Théorie de l'atome primordial. Ça plaisait beaucoup à Georges Lemaître qui, comme son titre l'indique, était abbé, donc religieux, catholique, et donc ça correspondait très bien à la Genèse et encore une fois, que la lumière soit originelle. Et c'est ça qui dérangeait Einstein. Parce que pour Einstein, qui était un athée convaincu, il ne voulait pas que la science s'aliène à la religion ou à quelconque religion ou quelconque autre phénomène que la science. Donc, si la religion vient mettre son nez dedans, ça ne marche pas. Et en fait, il était allé jusqu'à dire que si ça colle avec la religion, il ne me semble pas trop. Donc, Einstein était un fervent détracteur de cette théorie. Même les génies peuvent avoir peur. Donc, on a un tout premier événement de notre univers. Ok. C'est le début de l'univers. C'est la source du temps, c'est la source de l'espace, c'est la source de la matière et de l'énergie. Ok. Le problème, c'est qu'en physique, pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait une raison. La physique, c'est la science du comment. Si je lâche le secrétaire, je ne vais pas le faire comme facile. Mais si je le lâche, il va tomber
parce que je ne le retiens plus, il y a une force de gravité qui va l'attirer vers le sol et il va s'arrêter sur le sol parce qu'il y a le sol qui l'empêche de descendre plus bas. Le Big Bang, si c'est le premier événement, avant c'était quoi? Avant c'était le néant. Et du coup, le néant, c'est quoi? Le néant, si on regarde une définition, le néant, c'est l'inexistence. Ok, c'est le rien du tout. Alors, j'ai cité un scientifique français que j'aime énormément, qui s'appelle Étienne Klein, qui fait des conférences fantastiques, il y en a plein YouTube, je vous invite à aller voir. Affirmer le néant, c'est le substantifier et donc le dénaturer. Donc, en fait, dire que le néant existe, vu que le néant, ça serait l'inexistence, déjà dire qu'il existe, c'est un paradoxe. Bon, admettons, on passe sur l'idée. Le néant, le Big Bang est apparu dans le néant, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, il est apparu du néant. Mais il est apparu comment? Il est apparu pourquoi? Il faut des règles, il faut une loi. En physique, il faut quelque chose. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le Big Bang? Parce que s'il n'y a pas de raison, si on est dans le néant, ben, il n'y a rien de rien. Et il y aura toujours rien, et il y a toujours eu rien. Sauf que on est là pour prouver qu'il y a quelque chose. Nous sommes là. Donc, qu'est-ce qui a causé ce Big Bang? Qu'est-ce qui a déclenché ce premier événement? Pourquoi il y a ce premier événement? Comment générer un Big Bang depuis le néant? Vaste question. Je n'ai pas de réponse. Et puis l'origine. Ok, c'est le point de départ. Bon, si je vous dis c'est le tout début. Première question qui vient à l'esprit, en général, c'est oui, il y avait quoi? Ah non, mais ça ne marche pas, c'était le début. Ah oui, mais l'œuf ou la poule? Hein, grande question, toujours pas tranchée, elle non plus. Donc, si c'est le début, il y avait quoi avant? Mais en vrai, existe-t-il un avant? Parce qu'on avait dit que le Big Bang, ça serait la source du temps. C'est le début du temps. Donc ça veut dire que le temps commence avec le Big Bang. Donc est-ce que ça a du sens de se poser la question de ce qu'il y avait avant le temps? Ça ne veut rien dire avant le temps. Donc est-ce que, comment, pourquoi? La réponse est peut-être. Le débat est intense. Et le débat n'est absolument pas tranché. À l'heure actuelle, on commence même à se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment l'origine? Est-ce que c'est vraiment le point de départ? Peut-être que ce n'est pas le point de départ, mais que c'est un point d'étape. Peut-être qu'avant, on avait un autre univers avec d'autres lois, d'autres trucs qui s'est dilaté, peut-être qu'il n'avait pas d'espace, peut-être qu'il y avait un espace, je ne sais rien, pas forcément la question. Et puis, il s'est tout contracté, toute la matière, toute l'énergie s'est contractée dans un tout petit point et qui aurait rebondi pour donner notre Big Bang. Intellectuellement, c'est beaucoup plus satisfaisant parce que c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a expliqué ça. En vrai, on fait que faut pousser le problème parce qu'on n'explique pas d'où viendrait cet univers d'avant. Peut-être qu'on a eu 15 ou 14 univers avant ou pas, mais on ne répond pas à la question du point de départ. Mais on avance dans la compréhension. Ça, c'est toujours absolument pas tranché. C'est des propositions, c'est différents scénarios qui sont proposés parce que c'est scientifiquement et intellectuellement très dérangeant de se dire que c'est un point de départ à partir de rien du tout. Ça, on n'y arrive pas très bien. C'est philosophiquement, parce qu'on est à la mi-chemin entre la science et la philosophie là. Mais c'est dérangeant. Voilà. Bon, sur ces questions extrêmement ouvertes, très concrètes et qui vous ont apporté, j'en suis sûr, énormément de réponses, surtout les toutes dernières planches, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition. Alors, personnellement, je ne suis pas pressé, donc si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Comme je vous disais, par exemple, la planche sur les Wayana a été rajoutée suite à la dernière conférence par quelqu'un qui m'a proposé cette planche. Je trouvais ça très intéressant. Je me tiens à votre entière disposition. Je crois qu'il y a des micros qui peuvent circuler s'il y a des questions. Alors d'abord, merci beaucoup parce que c'était vraiment passionnant, très intéressant tout en étant technique mais abordable. Et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai quand même une petite question sur les notions d'antimatière et de matière qui ont été très vite abordées. Ce qui m'a surpris, donc, c'était cette espèce d'équilibre entre matière et antimatière qui visiblement s'annule lorsqu'elles entrent en contact, si j'ai bien compris, pour qu'il reste à la fin un petit peu dans la matière. Et c'est un peu l'origine de l'univers. Et du coup, ma question, c'est simplement, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus aucune antimatière dans l'univers? Alors, il n'y a plus d'antimatière de manière globale. En tout cas, il n'y a plus d'antimatière qui daterait de la création, de l'origine. Par contre, l'antimatière peut apparaître spontanément
C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, nous, créer de l'antimatière dans les accélérateurs de particules. On ne va pas en créer des camions entiers, mais on sait créer quelques particules d'antimatière. On sait que du coup, tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qu'on peut produire en laboratoire peut se faire dans l'univers. Quand vous avez des particules de très hautes énergies, des rayons gamma, des choses très violentes, issues de phénomènes, par exemple des collisions de trous noirs, il y a des événements rigolos qui peuvent se produire, vous allez avoir de la lumière extrêmement intense qui va se collisionner avec elle-même, parce qu'à ce niveau-là, on considère la lumière comme une particule. Donc, les deux photons vont se rentrer dedans, se désintégrer et donner naissance à un proton et un antiproton, ou un électron et un anti-électron. Donc, ces électrons ne vont pas vivre longtemps, parce qu'il y a énormément de matière, beaucoup plus que d'antimatière, et donc, très vite, ils vont croiser de la matière et de nouveau se désintégrer en faisant de la lumière. Mais donc, on n'a plus d'antimatière, en tout cas, on n'en a pas détecté. Tout ce que je vous dis là, c'est à l'aune de ce qu'on a découvert. Mais cette théorie, en tout cas, suggère qu'il n'y a plus de cette antimatière primordiale parce qu'elle serait complètement désintégrée avec plein d'autres matières primordiales qui étaient là. Il y avait beaucoup plus de matière à l'époque, de matière et d'antimatière, que maintenant. Il ne reste plus que les quelques particules survivantes. Je ne mords pas, je suis très loin. Alors, la question, c'était donc si l'univers est en expansion, les galaxies s'écartent les unes des autres. Et Yasmeri se demande pourquoi, du coup, la Voie lactée et la galaxie Andromède se rapprocheraient et pourraient entrer en collision. Très bonne question. Toujours, les enfants, toujours des questions pièges. Alors, effectivement, donc, on a deux choses là complètement antinomiques, c'est-à-dire que notre univers est en expansion et donc toutes les galaxies, globalement, s'éloignent les unes des autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a des galaxies qui ont des mouvements, qu'il n'y ait pas des galaxies qui ont des mouvements propres. Et du coup, effectivement, la galaxie d'Andromède et notre Voie lactée sont sur des trajectoires de collision. Même si les galaxies, dans l'ensemble, s'éloignent les unes des autres, à l'heure actuelle, ça n'empêche pas que les trajectoires de nos deux galaxies soient communes. On a un petit peu de temps devant nous, hein, c'est d'ici 1 à 2 milliards d'années, la collision. On a quelques années pour ranger la maison. Mais c'est absolument pas problématique et c'est aussi lié au fait que la dérive des galaxies, c'est vraiment quelque chose qu'on va observer à très très grande échelle. On va parler des amas ou des super amas de galaxies. Andromède, comme je vous l'ai dit, c'est notre plus proche voisine. Donc à l'échelle de l'univers, elle n'est pas loin du tout. À l'échelle de l'univers, j'insiste. On parle de centaines de millions d'années-lumière. On étudie des phénomènes courts sur quelques millions d'années. Donc, c'est parce que c'est proche que c'est possible et parce qu'on peut avoir des petits mouvements spécifiques. Est-ce que ça répond à ta question, mademoiselle? J'ai l'impression de m'embrouiller dans ma réponse. Oui, c'est bon? Ok. Alors, monsieur, vous avez pris l'exemple du ballon d'autruche pour expliquer l'expansion de l'univers. Le ballon d'autruche, quand on le souffle, on le souffle, à un moment donné, elle va exploser. Donc l'univers, est-ce qu'elle va rester en expansion indéfiniment? Encore une excellente question. Je n'en ai pas la moindre idée. A priori, effectivement, c'est la limite de la métaphore du ballon de baudruche. Effectivement, plus on gonfle le ballon de baudruche, au bout d'un moment, on a une limite, et donc il va éclater. Je ne pense pas, c'est un avis purement personnel, que l'univers est une structure qui lui permette d'éclater. Il gonfle, mais c'est sa structure lui-même qui grossit. Et le problème, c'est que pour éclater, alors, on va pousser un peu la métaphore, quand je vous parle du ballon de baudruche, ce qui m'intéresse, c'est sa surface. Donc, un espace en 2 dimensions, comme le plan de la table, là, mais replié sur lui-même. Ok? Vous me suivez? Bon. Ce ballon de baudruche, pour pouvoir le voir se gonfler, on est obligé de le regarder en 3 dimensions. Je regarde que la surface, mais je suis en 3 dimensions. Et il gonfle en 3 dimensions. C'est une surface en 2 dimensions qui gonfle dans un univers en 3 dimensions. Notre univers, là où c'est un petit peu compliqué pour nous, c'est que c'est la même chose, mais avec une dimension de plus. On a un univers en 3 dimensions, en vrai 4, avec le temps, mais qui gonfle dans un univers à au moins 4 dimensions. Et alors, je ne sais pas vous, moi ça fait 20 ans que j'essaie de me représenter un univers à 4 dimensions, je n'ai jamais réussi. Parce qu'on est limité, on a 3 dimensions, la hauteur, la largeur et la longueur. Je ne sais pas imaginer une 4e dimension. Le temps, mais ça ne marche pas aussi bien. Voilà, en tout cas dans la tête, ça ne marche pas. Et donc, on a un univers qui grossit, mais ce qui va limiter ton ballon, ce qui va le faire éclater, c'est
les liens entre les atomes, entre les molécules qui vont au bout d'un moment être trop limités. Et donc, si on continue à souffler, on apporte de l'énergie et ça va finir par casser. Comme les liaisons entre mes atomes, mes particules, tout ça. J'ai la lumière qui vient casser. J'apporte une force extérieure. Là, on suppose qu'il y a un apport d'énergie extérieure puisque notre univers, non content d'être en expansion, est en expansion accélérée. Donc en physique, qui dit expansion, qui dit accélération, dit apport d'énergie. Ça, c'est un autre débat. C'est l'énergie sombre. On ne sait pas du tout ce que c'est. Il faudrait que ce tissu de l'espace ait une limite et une structure. Et ça, on n'est pas du tout en physique au niveau d'être capable de dire, de parler de cette structure de l'espace. On ne peut pas la toucher. Cet espace-là, on est tous dedans. Mais de là à dire la structure de l'espace entre nous, c'est un petit peu bizarre. On ne sait pas dire. On ne sait pas du tout expliquer ça. Donc peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'un jour, on arrivera aux limites. Peut-être que ça va casser. Ou peut-être que ça va rebondir et se recontracter. Ça a été une théorie pendant un moment. Dans les années 60-70, on parlait de la théorie du Big Crunch. Notre univers grossit, grossit, grossit. Il arrête de grossir. Et puis il se recontracte, recontracte, recontracte. Jusqu'à un Big Crunch. Tout s'effondre. Et ça pourrait rebondir sur un Big Bang. Bon, a priori, comme l'univers semble être en expansion accélérée, on s'éloigne de plus en plus vite et de plus en plus vite dans le temps. Donc bon, on n'irait pas vers un Big Crunch. On est pas à l'abri d'un crunch. Je vais essayer de répondre à ta question. On est un peu à la limite de la physique. Bonsoir. J'ai un peu peur de poser une question et de passer pour quelqu'un d'idiot, donc je préfère avouer tout de suite que je le suis. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous disiez que tout partait de l'observation. On observe les étoiles et on constate et en fait on voyage dans le temps. Et en fait on ne fait que regarder des choses qui n'existent plus finalement, qui sont dans le passé en tout cas, qui sont dans le passé. Il n'y a que par l'observation via la lumière qu'on peut essayer de comprendre l'univers qui est autour de nous. On n'a pas d'autres moyens, bien sûr je crois que c'est des ondes lumineuses, mais on n'a pas d'autre chose qui nous permet d'essayer d'apprécier notre environnement? Si, absolument. Pas beaucoup. On maîtrise très bien l'univers parce que nous sommes équipés de capteurs lumineux très efficaces qui sont nos yeux. Donc on les maîtrise depuis longtemps. On a d'autres vecteurs d'information, parce qu'en fait on cherche quelque chose qui puisse amener l'information de là où elle est, là où elle a été produite, jusqu'à nous. C'est ça notre problème, parce que dans l'espace, on ne peut pas aller étudier l'objet. En biologie, on peut aller collecter des petites bêtes ou des plantes et pour les analyser devant nous. Dans l'espace, on ne peut pas aller collecter un trou noir pour le ramener dans le laboratoire et l'étudier. Et heureusement. Du coup, on est obligé de les regarder de loin. Alors, les regarder avec la lumière. Quand je dis lumière, c'est la lumière au sens large, c'est-à-dire que c'est la lumière visible, les infrarouges, comme servent le James Webb, les micro-ondes, les ondes radio. De l'autre côté, au-delà du bleu, on va avoir les ultraviolets qui causent des coups de soleil. On va avoir des rayons X qui nous servent à voir à travers du corps et les rayons gamma et tout ce qui est au-dessus. Ça, c'est la lumière au sens large. Maintenant, depuis quelques années, effectivement, on essaie d'étendre et de trouver des nouveaux vecteurs d'information. Il y a ce que vous avez... alors, non, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais peu importe. Ça a été détecté il y a quelques années. C'était suspecté depuis très longtemps par la théorie, mais ça a été observé il n'y a pas longtemps, l'astronomie des ondes gravitationnelles. Alors, une onde gravitationnelle, donc on va revenir sur notre tissu de l'espace dont on parlait juste avant. Une onde gravitationnelle, c'est une onde de déformation de l'espace-temps. Voilà. Donc, si on imagine encore une fois la table qui est notre espace à nous, ben, vous faites une vague dans la table, et donc ben, nous on monte et on descend sur la vague, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est accroché à l'espace. Par contre, la lumière, ben, elle va pouvoir avoir un chemin un peu plus court éventuellement, ou un peu plus long. Et donc, on est obligé de faire des télescopes extrêmement longs où on fait, il me semble que ça a été détecté notamment il n'y a pas si longtemps par un télescope en orbite qui s'appelle LISA, où, grosso modo, vous prenez 3 télescopes qui ne bougent pas, qui sont éloignés de centaines de milliers de kilomètres, de milliers de kilomètres dans l'espace, et vous prenez des miroirs, des lasers, vous faites faire au laser des milliers d'allers-retours dans un sens, et des milliers d'allers-retours à un autre en même temps, dans une direction perpendiculaire. Normalement, ils doivent partir et arriver exactement au même moment, parce que c'est la même lumière dans les mêmes conditions. Et puis, à certains moments, s'il y a une onde gravitationnelle qui est passée par là, elle ne peut plus passer de la même manière sur les 2 axes qui sont perpendiculaires, et du coup, il y a un des photons qui va arriver un peu plus tôt que l'autre. Sur l'axe A, il est arrivé un peu plus vite que sur l'axe B. Et là, on se dit, OK, il y a une onde gravitationnelle qui est passée. On n'en est pas du tout à faire de l'astronomie d'ondes gravitationnelles. On n'y est pas du tout. Par contre, on a observé et prouvé que c'était un concept théorique farfelu qui, en fait, avait une vraie existence réelle.
Ça, c'est pour les ondes gravitationnelles. Il n'y a pas que ça. On fait aussi de l'astronomie de neutrinos. Alors, les neutrinos, c'est une toute petite particule. Bon, déjà, toutes les particules que je vous ai présentées sont infimes, mais le neutrino, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que l'électron, que la plus petite des particules, et il a cet avantage et cet inconvénient de ne pas vraiment interagir avec la matière. Je vais vous donner un exemple. Là, sur chacun de nous, traverse par seconde, vous dessinez un petit carré d'1 centimètre de côté sur vous, par ce carré va passer par seconde 300 millions de neutrinos à travers chacun de nous en permanence. Et durant toute une vie, tout notre corps va interagir avec une petite dizaine de neutrinos. Donc, c'est des particules qui passent, qui traversent la matière et qui n'interagissent quasiment jamais avec la matière. Donc, c'est pratique parce qu'elle traverse l'univers sans être altérée. Donc, si on arrive à la mesurer, on va pouvoir voir des trucs qui ont traversé la matière, tout l'univers. Bon, le problème, c'est que ça n'interagit pas plus avec la matière de notre éclair. Donc, on a du mal à faire de l'astronomie neutrino. Et puis, il y a plein de bruit autour. Donc, ce qu'on appelle des télescopes à neutrinos, on les construit, je crois qu'il y en a un au large de Marseille, on le construit au fond de l'eau, on ne va pas le pointer vers le ciel parce qu'il va y avoir plein de bruit, on va le pointer vers la Terre. Comme ça, on utilise toute la Terre comme un gros écran à tous les autres bruits parasites. Et donc, on essaie de choper des neutrinos qui ont traversé la Terre. Pareil, on est sur les balbutiements, mais quand on arrivera à avancer et à mieux maîtriser ces technologies, on pourra envisager de l'astronomie neutrino et apprendre des choses complètement différentes que ce que peut nous apporter la lumière. En fait, dans toutes les sciences, on va toujours chercher un maximum d'informations avec un maximum de sources et de vecteurs différents. C'est en étudiant un maximum de grenouilles pour mieux comprendre comment se développent les grenouilles et d'où elles viennent, elles ont un ancêtre commun, des choses comme ça. Je ne connais pas grand-chose en grenouille. C'est l'idée. Voilà, par exemple, 2 types de sources d'informations qui sont complètement différentes et indépendantes de l'astronomie classique avec de la lumière. Et puis, de manière beaucoup plus limitée géographiquement, on va dire, on a des tonnes et des tonnes de roches qui tombent sur Terre chaque année. Des météorites, de la poussière de météorites principalement. Et on a même récupéré des roches, on sait qu'elles viennent de Mars ou de la Lune. Et puis, on est allé en chercher sur la Lune. On a ramené quelques kilos de roches lunaires. Donc tout ça, ça nous fait des sources d'informations d'objets qui ne sont pas la Terre. Mais bon, vous en doutez bien, pour les objets physiques, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Bonjour, merci pour la conférence déjà. Moi j'avais une question et par extension une deuxième de l'univers qui est le ballon baudruche qui s'étend. Est-ce qu'on a une idée ou un concept de dans quoi il s'étend? Je gonfle le ballon de baudruche, je gonfle dans quelque chose. Et par continuité, plus on gonfle l'univers, plus les neutrons, positrons, etc., forment des atomes qui forment des molécules, etc., avec la diminution de l'énergie qui n'est pas ces liaisons. Est-ce qu'à force de s'étendre, on va avoir d'autres assemblages plus lourds que les atomes? Alors, je vais commencer par la première, n'hésitez pas à me rappeler la deuxième. Donc, notre univers serait-il dans un autre truc avec plus de dimensions? Un autre espace avec plus de dimensions, comme le ballon de baudruche en 2D qui est dans un espace en 3D. Il y a des théories, encore une fois farfelues, mais il y a plein de théories à l'heure actuelle acceptées qui étaient farfelues à l'époque, qui proposent, alors c'est la théorie des branes. J'ai une pensée, j'adore la théorie des branes. La théorie des branes. Nous avons plusieurs univers qui cohabitent dans un multivers. Des univers avec des lois de la physique pourront être radicalement différentes, qui n'ont rien à voir. Et donc, imaginez des bulles d'univers qui se promènent comme ça dans un multivers. Et puis, elles se promènent, elles peuvent se toucher. Alors là, ça fait la catastrophe. On suppose que ça pourrait être des trous noirs. Des Big Bang. Vous avez 2 branes qui se touchent, boum, catastrophe, ça fait un Big Bang, on repart à 0 sur chaque brane. Voilà des propositions de multivers qui échangent. Alors, on n'est pas du tout sur les multivers à la Snyder, sur les mondes parallèles, des choses comme ça. Mais c'est des multivers avec des lois de la physique différentes, avec des fonctionnements radicalement différents, mais qui évoluent chacun de leur côté, comme des bulles. Vous avez une bulle rouge, une bulle verte, une bulle bleue dans de l'eau. Et puis si vous avez la bulle rouge et la bulle bleue qui se touchent, elles peuvent fusionner pour donner une bulle violette, ou alors elles peuvent repartir chacune de leur côté en ayant mélangé un peu leurs atomes et en faisant des couleurs un peu étranges. Un multivers a beaucoup de dimensions.
beaucoup plus que mon cerveau est capable de les concevoir en tout cas. Oui, on touche les limites. Là, on touche les limites de la conception, de la capacité de l'esprit humain. Je sais qu'il y a des grands mathématiciens qui ont fait des avancées sur les univers à plus que 3 dimensions qui sont aveugles de naissance. C'est intéressant parce que du coup, comme ils sont aveugles de naissance, ils sont beaucoup moins limités par l'espace en 3 dimensions dans lequel nous, on vit et surtout on voit en permanence. C'est qu'ils sont beaucoup moins limités et du coup, ils peuvent concevoir des espaces avec beaucoup plus de dimensions. Donc, mais ça ne marche pas en devenant aveugle de naissance. Donc voilà, on est sur des théories assez, encore une fois, assez farfelues. Mais la théorie d'Einstein était farfelue et était une horreur pour les scientifiques de l'époque. Maintenant, c'est notre outil un de nos outils les plus merveilleux. Donc peut-être que dans 50 ans, c'est ça c'est la vérité. On se rend compte que c'est ça et que peut-être même on pourra voyager vers cette idée. Mais ça, c'est un autre débat. Du coup, j'ai répondu comme j'ai fait la première question. Rappelez-moi la deuxième. Ah oui. Ouais. Avec la dilatation de l'univers, est-ce qu'on va pouvoir avoir d'autres structures qui se forment? Alors, pas de cette manière-là, en fait, parce qu'on a déjà des superstructures qui se sont formées, puisque je me suis arrêté aux atomes, mais après, les atomes vont se lier entre eux pour faire des molécules. Les molécules vont se lier entre elles pour faire, par exemple, des macromolécules, et nous-mêmes sommes des assemblages énormes de très, très grosses molécules, ou de toutes petites molécules, et nous assemblons pour faire d'autres trucs, on assemble des bâtiments pour faire, voilà. Donc, il n'y a pas forcément de limite à la construction, et comme on est sur des objets de plus en plus complexes, la lumière va avoir plus de mal à les détruire. Vous prenez des rayons gamma, vous allez bombarder le mur, ça ne va pas forcément faire grand-chose. Ça va faire un mur radioactif. Ça ne va pas être cool pour nous, mais ça ne va pas le détruire pour autant. Vous allez pouvoir essayer d'assembler des noyaux beaucoup plus lourds. On sait qu'il y a des scientifiques qui travaillent pour faire des noyaux extrêmement lourds. Parce que les noyaux, plus ils sont lourds, moins ils sont stables. Je vous en parlais tout à l'heure, vous prenez un atome d'hydrogène, un atome de carbone, même un atome de fer, vous le posez sur la table, il peut rester là pendant 100 000 ans, il ne va rien lui arriver. Vous prenez un atome d'uranium ou un atome de plutonium, c'est pas la même chose. Ils sont radioactifs, ils sont là, mais à n'importe quel moment, ils peuvent littéralement nous péter entre les doigts. Et donc, plus les atomes vont être lourds, moins ils vont être stables. Sauf que la théorie dit que si on arrive à faire des atomes super lourds, on arrive à dépasser une certaine limite, en rassemblant plein de protons et de neutrons, ben on retrouve de la stabilité avec des atomes super, super lourds. Alors, le problème, c'est qu'on est pour faire ces trucs-là, on a essayé, on empile des noyaux les uns sur les autres, mais plus on en empile, moins c'est stable, avant d'atteindre cette nouvelle stabilité. Donc ça finit toujours par nous plaquer entre les deux. Donc, par rapport à ce que vous proposez, a priori, on ne va pas avoir, avec l'affaiblissement de la lumière, comme je l'appelle, même si les physiciens dans la salle, je vais leur donner des boutons, on ne va pas forcément avoir de nouvelles structures qui vont apparaître. Par contre, effectivement, on constate que la lumière continue à s'affaiblir. La carte de la toute première lumière de l'univers que je vous ai montré, c'est, alors, pour des raisons pratiques, on lui donne une température, donc une énergie ou une couleur, et donc on la mesure à l'heure actuelle à 3 Kelvin. 3 Kelvin, c'est moins 270 degrés Celsius. Ça fait froid. Quand elle a été émise, a priori, elle était à 3000 Kelvin. Donc, plus de 100, plus de 1000, ouais, environ 3000 degrés, un peu moins de 3000 degrés. Donc, avec le temps, ça refroidit. Et nous, on n'en observe que l'écho maintenant, mais ça refroidit dans le temps, ça va pas permettre, c'est plus cette lumière-là qui va gêner au développement de l'univers. Elle est passée le cap de gêner les atomes, les molécules et toutes ces structures-là, et donc ça ne vient plus gêner. C'est d'autres phénomènes. Vous allez pouvoir, par contre, si nous-mêmes nous sommes irradiés avec des rayons gamma, ça va être très mauvais pour notre santé. Mais ce n'est pas des rayons gamma de l'origine. Il va y avoir une source. Il y a plein de sources pour les rayons gamma. Il y en a dans l'espace. Il y en a dans l'espace. Il y en a sur Terre. On va glisser plus vite dessus. Mais voilà. Mais sur les rayonnements de l'origine, non, a priori, il n'y a pas d'impact. Il n'y a plus d'impact. Vous avez un micro juste là. Juste madame au milieu. Bonsoir, et puis merci beaucoup pour la qualité de votre présentation, des explications surtout, et pour cet effort de vulgarisation qui, je suppose, n'est pas évident pour vous.
qui nous a permis, nous, de comprendre, en tout cas moi, de comprendre peut-être un dixième de ce que vous avez dit ce soir, mais c'était quand même très, très intéressant. Ma question est peut-être un peu moins pointue que ce qui a été expliqué. J'ai lu quelque part que la Terre tournait de plus en plus vite. Je voulais savoir si c'était vrai. Et puis, s'il y avait un quelconque rapport avec ce que vous expliquez sur l'expansion de l'univers ou pas. Et puis, la dernière question, quelles seraient les manifestations à très très long terme de l'expansion de l'univers pour nous? Alors, je ne sais pas si on s'éloigne du Soleil, si on se rapproche ou pas. Voilà. Alors, la Terre qui tourne sur elle-même de plus en plus vite, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que oui, c'est vrai. Est-ce que c'est lié à l'expansion de l'univers? Non. C'est un phénomène beaucoup trop local, on va dire, même si pour nous c'est énorme. À l'échelle de l'univers, c'est beaucoup trop local pour avoir un impact être lié à l'expansion de l'univers. Je ne sais pas quelle en est la raison. Je ne saurais pas dire. C'est une bonne question. Je vais regarder. Mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être une perte de matière. Ah. Merci. Du coup, peut-être une perte de matière ou la Terre qui se contracte un peu sur elle-même, un petit peu comme si on tourne sur une chaise de bureau, on resserre les bras, on va tourner beaucoup plus vite. Dans le patinage artistique, c'est très utilisé. On resserre les bras, on tourne beaucoup plus vite sur nous-mêmes. Ça peut être un phénomène qui expliquerait pourquoi la Terre tourne plus vite sur elle-même. Mais ça, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ensuite, pour l'expansion de l'univers, quels seraient les impacts? Ça a été imaginé dans des scénarios de science-fiction, c'est-à-dire que vous allez voir, on ne va pas s'éloigner du Soleil. En tout cas, pas pour cette raison-là, en tout cas. On va s'éloigner un petit peu. Par exemple, la Lune s'éloigne un petit peu de la Terre de plus en plus, et pour d'autres raisons, des pertes de matière, ou une orbite un peu dérangée, ou alors des orbites. Toutes les orbites des planètes dans le système solaire interagissent les unes avec les autres. C'est comme ça qu'on a découvert la planète Neptune. Elle perturbait les orbites des autres, et du coup, on a supposé que pour ces perturbations, il y avait une planète, c'était la planète Neptune. Du coup, peut-être que c'est ça qui va éloigner un petit peu la Terre petit à petit du Soleil. Ces interactions gravitationnelles entre toutes les planètes. Mais ça ne sera pas l'expansion de l'univers. Par contre, l'expansion de l'univers, petit à petit, les galaxies vont s'éloigner les unes des autres. Peut-être qu'il va y avoir plein de galaxies qui vont rentrer en collision les unes des autres, comme la Voie lactée et Andromède. Vous allez avoir des étoiles qui vont partir dans toutes les directions. Au bout d'un moment, les étoiles vont brûler tout leur carburant, parce que notre Soleil a une durée de vie. Toutes les étoiles ont une durée de vie. Si elles produisent de la lumière, c'est qu'elles la fabriquent à partir de quelque chose, du carburant, de l'hydrogène principalement. Et donc, au bout d'un moment, elles n'auront plus de carburant. Elles auront brûlé tout leur carburant. Donc, elles vont s'éteindre avec une supernova. Vous allez pouvoir avoir d'autres générations d'étoiles où la matière va se réassembler. Mais on ne pourra pas faire ça à l'infini. Normalement, toute la matière sera transformée. Puisque la matière, pour produire de l'énergie, on va prendre de l'hydrogène, de l'hélium, et puis on va en faire des atomes de plus en plus lourds, jusqu'au fer principalement. Si vous n'avez plus que du fer dans l'univers, vous ne pouvez plus faire de lumière, vous n'avez plus d'étoiles, vous avez un univers triste, froid, et plein de matière inerte. Il n'y aura plus de lumière, il y aura plus. Voilà. C'est comme scénario. Mais c'est dans très 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 longtemps. Donc voilà un peu une proposition de fin de l'univers. L'expansion va surtout avoir un impact sur, on est juste de plus en plus loin les uns des autres. Les étoiles et les galaxies les unes des autres. J'espère avoir répondu à vos questions. Il y en avait une autre? Non, c'est ça. Les objets en eux-mêmes ne se déforment pas, en tout cas pas aux galaxies. Les amas de galaxies vont se déformer un peu, mais la galaxie ne s'étend pas en elle-même, en tout cas pas que je sache. Mais c'est des mesures qui sont extrêmement complexes à faire, parce que c'est des phénomènes qui prennent énormément de temps. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, on fait le tour de notre galaxie. Notre galaxie, c'est un objet qui tourne, nous-mêmes sommes en orbite autour du centre de la galaxie. Il faut 220 millions d'années pour une année galactique, c'est-à-dire faire le tour de la galaxie. Donc, à notre échelle humaine, on n'a rien fait en termes de déplacement autour du centre de notre galaxie. Autour du Soleil, c'est facile, il nous faut 1 an pour faire le tour du Soleil. Mars, il faut 2 ans, Jupiter, il faut 10 ans pour faire le tour du Soleil. Pour faire le tour de notre galaxie, il faut 220 millions d'années. Donc à notre petite échelle de civilisation de, allez quoi, 10 000 ans, on parle de civilisation humaine depuis à peu près 10 000 ans, je pense. Donc on ne peut pas mesurer ça, et on fait ces études-là depuis 2-3 siècles maximum, donc on n'arrive pas à avoir des échantillons suffisamment significatifs pour savoir si les galaxies s'étendent ou pas. Oui. Bonsoir et merci. Je voulais savoir quelle était la cosmogonie partagée par la majorité des habitants humains de la Guyane, et sinon par les Bushimingués.
Alors là, on sort complètement de mon domaine de compétences. Faudrait demander à des sociologues ou des anthropologues. Je suis désolé, je n'ai aucune idée. Comme je vous disais, j'ai intégré la planche sur les Wayana parce que c'est un collègue qui a pu me fournir ces informations-là. Je crois que c'était basé sur un livre de Jean Chapuis. Maintenant, je n'en ai aucune idée. Ça, pour le coup, je ne vais pas du tout pouvoir vous répondre. Moi, mon domaine, c'est plutôt l'astronomie et l'astrophysique. Alors, Simon, je vais profiter pour rebondir. En fait, c'est bien ça l'objet du développement de nos programmes d'ethno-astro, en fait. C'est d'aller interroger, documenter et après venir vous présenter l'ensemble de ces résultats-là. Donc, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Alors, tant que j'ai le micro, je vais en profiter. Le modèle standard, il se porte bien? Le modèle standard se porte très très bien. Le modèle standard, donc, ce qu'on a étudié là, se porte très très bien. On continue à avancer. Maintenant, pour pouvoir, la limite, maintenant, c'est le mur de Planck. Et donc, il faudrait qu'on avance. Donc, parmi les théories, les candidats à la théorie unificatrice, nous avons des objets extrêmement sexy comme la théorie de la gravitation quantique à boucle. Vous avez l'espace qui est quantifié en petits machins, et puis à chaque morceau d'espace, vous avez une boucle avec plusieurs dimensions dedans. Et donc, nous, là-dedans, on ne sait pas trop ce qu'on est. Vous avez aussi la théorie des cordes, où toute l'énergie de l'univers est sous forme de cordes, donc des petits fils, et puis elles vibrent, ces cordes. Et donc, selon comment elles vibrent, ça va être des photons, ça va être des gluons, ça va être des bosons, des choses comme ça. Et puis, si elles bouclent sur elles-mêmes, ça va être des particules. Et donc, selon comment elles vibrent, ça va être des protons, ça va être des neutrons, ça va être des quarks, des choses comme ça. Et alors ça, c'est super, parce que la théorie des cordes, on a des modèles qui marchent plus ou moins, qui sont intéressants, qui ont entre 12 et 25 dimensions. Encore une fois, je vous rappelle, je me suis arrêté à 3, un petit peu 4. 12 et 25 dimensions, je ne sais pas faire. Et bon, ça ne marche pas encore très bien parce qu'on n'arrive pas à ajuster tous les paramètres pour avoir quelque chose qui corresponde à notre monde. Il y a encore pas mal de place pour faire de la science et pour améliorer tout ça. Mais en dehors de ça, le modèle standard, il marche. Il marche de mieux en mieux. Tout à fait. Je vais m'asseoir. Vous avez 2 heures? Alors non, je ne vais pas faire 2 heures. L'énergie noire ou l'énergie sombre, elle est très facile à situer. Je vous ai dit que l'univers est en expansion accélérée. Et pour une accélération, qui dit accélération dit source d'énergie. Par exemple, vous accélérez en voiture, vous appuyez sur le champignon, on brûle le carburant, on apporte de l'énergie dans le système, on va plus vite. Bon, si l'univers est en expansion accélérée, c'est qu'il y a une source d'énergie, c'est qu'il y a un apport d'énergie. On n'a pas la moindre idée de ce que c'est, d'où ça vient, de comment, pourquoi. On a appelé ça l'énergie sombre. On s'est arrêté là. Alors, c'est un tout petit peu plus précis. Einstein, pour expliquer l'expansion de l'univers, avait rajouté un paramètre dans ses équations. Il a appelé ça la plus grande erreur de sa vie. Je crois que c'est un lambda au bout de l'équation. Et donc, il l'a retiré, il l'a regretté toute sa vie. Et depuis une vingtaine d'années, on se dit que plutôt que la plus grosse erreur de sa vie, c'était peut-être le plus gros coup de génie de sa vie. Voilà, bon, ce n'est pas encore tranché, on n'a aucune idée de ce que c'est que l'énergie sombre. La matière noire, c'est un tout petit peu plus concret. Je vous ai dit que les galaxies tournaient. Les galaxies tournent sur elles-mêmes. Quand on a mesuré la masse des galaxies, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. Je précise. On a au moins 2 grandes manières de peser des galaxies, c'est-à-dire de mesurer leur masse. Soit vous mesurez la quantité de lumière qui vous vient, parce que quasiment toute la masse dans les galaxies, c'est des étoiles. Dans le système solaire, vous prenez tout le système solaire, 99, beaucoup de 9%, c'est la masse du Soleil. Les planètes, même Jupiter, c'est peanuts. Donc, on peut extrapoler que quasiment toute la masse de notre galaxie, c'est le trou noir au milieu et les étoiles autour. On mesure la masse qu'on va dire lumineuse. Ok, on a une masse, on a pesé notre galaxie. On peut aussi mesurer une galaxie en mesurant sa courbe de rotation, avec des petites équations pas si compliquées que ça. C'est pas ultra facile, mais moi je faisais ça avec des élèves de terminale, ça marchait très bien. On mesure la courbe de rotation et selon comment elle tourne et à quelle vitesse, on va pouvoir mesurer la masse de la galaxie. Donc là, on va mesurer pas une masse lumineuse, mais une masse grave, une masse avec une gravité. Et bon, on va dire que ça colle, ça serait une bonne chose en tout cas. Il y a un facteur 10 entre les deux. Il y a 10 fois plus de masse grave que de masse lumineuse. Donc on a ajusté tous les barres d'erreur. Je vous ai dit, bon, on peut négliger les étoiles, les planètes. Bon, alors on va essayer de pousser tous les potards en maximum en disant, il y a plein de planètes, elles sont très lourdes, elles ne sont pas si négligeables que ça. On arrive très très loin de 10 fois, on n'arrive pas du tout à égaler cette masse grave, cette masse avec une masse. Donc, quelqu'un a proposé que peut-être qu'il y a de la masse qu'on ne voit pas, mais pas de la masse qu'on ne voit pas parce qu'elle est noire, comme ma chemise. Parce que ma chemise, si je passe devant, j'écrante, vous
vous voyez un effet. Là, c'est une masse noire parce qu'elle n'interagit même pas avec la lumière. Peut-être qu'il y a plein de matières noires entre nous qui passent entre nous, là, très très vite ou doucement, mais on ne la voit pas parce qu'elle n'interagit pas du tout avec la lumière. Bon, mais ça, c'est pas suffisant parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une méthode ad hoc. C'est-à-dire pour chaque galaxie, on voit qu'il manque tant de matière noire, on rajoute quelques pelles de matière noire dans le système, et puis on ajuste à chaque fois. Un truc qu'on ajuste à chaque fois en physique, ça ne plaît pas. C'est pas intellectuellement, c'est dérangeant. Là où on s'est dit que la matière noire, quand même, c'était pas mal, c'est quand on va parler de lentilles gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une lentille gravitationnelle? Les lentilles déforment la lumière. Je mets la lumière là. Les lunettes sont des lentilles, ça déforme la lumière, ça va déformer les rayons lumineux et donc déformer, altérer le déplacement de la lumière. Ça, c'est des lentilles en verre. Il se trouve que dans la relativité générale, une grosse masse va déformer l'espace-temps, je glisse sur les détails, et donc va déformer la lumière. Donc si vous avez une très grosse masse, là par exemple, si nous avons une très 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 grosse masse entre nous, ben, la lumière que je ne devrais pas voir, qui est derrière cette grosse masse, va partir sur les côtés, parce que la lumière part dans toutes les directions, et va revenir vers moi. Donc je vais pouvoir voir quelque chose qui est caché derrière un objet très lourd. Ça, c'est les lentilles gravitationnelles, c'est des résultats qui sont maîtrisés depuis un certain nombre d'années. On a une très très grosse galaxie ou un amas de galaxies sur la route et on voit des arcs sur les côtés, on voit ça sur les images d'astro, qui vont déformer la lumière. Mais on sait, on a un amas de galaxies au milieu, un truc super lourd. Là où on a commencé à se poser des questions, c'est quand on a vu des effets de lentilles gravitationnelles avec rien au milieu. Mais il n'y avait rien du tout. On voit l'objet au milieu, et puis en fait, on voit son image sur le bord, reflétée par lentille gravitationnelle. On s'est dit, c'est pas possible. C'est la lentille gravitationnelle, il faut une masse, mais il n'y a pas de masse, puisqu'on voit l'étoile même derrière. Et on s'est dit, peut-être que là, la matière noire, ça revient, parce qu'on a une matière qui n'interagit pas avec la lumière, puisqu'on voit l'étoile au milieu de l'objet. Et on voit la lentille gravitationnelle. Et pour une lentille gravitationnelle, il faut de la masse. Il faut énormément de masse. On ne fait pas de la lentille gravitationnelle avec la Terre, la Lune ou le Soleil. On parle de galaxies, d'amas de galaxies. Donc là, on a un faisceau d'indices qui tend à indiquer qu'il y a de la matière qui n'interagit pas avec la lumière. On ne sait pas ce que c'est. On sait ce que c'est pas. On sait que c'est pas des neutrinos, on sait que c'est pas plein de particules exotiques, plein de trucs. On ne sait toujours pas ce que c'est. On n'a pas la moindre idée. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la matière noire et sur l'énergie sombre en accéléré. Parce que c'est des sujets de recherche actifs. Voilà. Ben, merci beaucoup et puis, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, d'avoir posé autant de questions. Et merci beaucoup à Simon. Je vous propose de nous retrouver sur notre site internet guyanastronomie.fr où vous aurez toutes nos actualités et les prochains événements qui vont se dérouler. Si vous voulez poser des questions à Simon, vous pouvez utiliser l'adresse mail contact@guyanastronomie.fr et il essaiera de vous répondre rapidement. Autant que possible. Merci en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et bonne fin de soirée. Oui, bonne fin de soirée. Au revoir.